Bienvenue chers téléspectateurs dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de présenter pour vous. Ouvrons cette édition par la soutenance de la thèse de doctorat du chef des travaux Imani Ramazani Bin Eradi, doctorant à la chaire Recherche des sciences infirmières de l'Université de Sorbonne, Paris-Nord et enseignant, chercheur à l'Institut supérieur technique médical de Kindu. Connaissance et pouvoir d'agir de femmes pour diminuer la mortalité maternelle en République démocratique du Congo, c'est l'intitulé de ces travaux qui portent les solutions idoines afin de lutter contre ces fléaux en RDC en général et dans la province de Maniema en particulier. Cette cérémonie a eu lieu en France. Georges Ndiloui nous propose cet élément. Les connaissances et pouvoirs d'agir de femmes pour diminuer la mortalité maternelle en République démocratique du Congo, c'est les sujets de la thèse de doctorat, soutenue avec brio par les candidats Imani Ramazani Bin Eradi à l'Université Sorbonne Paris-Nord en France, en cogitant sur la mortalité maternelle qui demeure une préoccupation majeure dans le pays en développement, notamment en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans les provinces reculées de l'Est du pays et qui présente sans doute des obstacles à la mise en œuvre de politiques sanitaires. Le récipiendaire a souligné que dans la province de Maniema en RDC, on observe un taux de décès maternel supérieur à la moyenne, raison pour laquelle le programme de recherche tôt a été mis en place afin d'identifier ces obstacles. Pour ce faire, une étude quantitative rétrospective a été réalisée sur un échantillon de 97 000 femmes dans la province de Maniema afin de mesurer les taux de mortalité maternelle entre 2015 et 2019 dans différentes formations sanitaires. Cette étude a relevé un taux de 6 à 20 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et elle a mis en évidence plus d'un tiers de femmes enceintes décédées, retardé la décision de recourir aux services de santé. En enfonçant les clous afin de remédier à cette préoccupation cruciale de la mortalité maternelle, une deuxième étude quantitative transversale a évalué les connaissances de femmes enceintes face aux signes des dangers obstétricaux. Elle a mis en évidence que seuls 21% des femmes avaient été informées de ces risques. Cependant, pour identifier les obstacles culturels, coutumiers ou religieux susceptibles d'influencer les comportements des femmes enceintes, une troisième étude qualitative phénoménologique était menée et a souligné le rôle majeur des accoucheuses traditionnelles au sein des communautés sur les renoncements de femmes à recourir aux services de santé au moment opportun. Face à ces réalités, les doctorants à la chaire Recherche sciences infirmières de l'Université Sorbonne Paris-Nord en France et enseignants, chercheurs à l'Institut supérieur technique médical de Kindu, Imani Ramazani Bin Eradi a conclu ses propos en stipulant qu'une formation aux femmes enceintes sur les risques de complications et de signes des dangers obstétricaux lors des consultations prénatales est une nécessité et les programmes tôt a décrit un projet d'intervention multimodale de promotion de la santé qui devra être déployée auprès des acteurs clés, notamment les femmes, les matrones, mais aussi les membres de famille, de la communauté et les soignants, afin de motiver ces femmes enceintes à recourir aux services de soins au cours de leur maternité. Un brillant exposé qui a donné lieu aux échanges nourris entre les candidats et les membres du jury afin d'évaluer minutieusement le travail. Au terme de cet exercice et la délibération du jury à huis clos, le travail du doctorant Imani Ramazani a été jugé recevable avec les chaleureuses félicitations des examinateurs. S'en est suivi de la prestation du serment d'intégrité scientifique. À cet effet, le président du jury lui a conféré le grade académique pour la jouissance de son nouveau titre de docteur en santé publique et en sciences infirmières. Tour à tour, le membre de la délégation scientifique congolaise en France, composé notamment du chef des travaux Michel Kakoulé, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, du directeur de l'ISTEM Kindu, le professeur Ngandou Léon Cyprien, du recteur de l'université de Kindu, le professeur Deogracias Kimenya, et du directeur général de l'ISTEM Kinshasa, le professeur Mudogo Virima, ont félicité les lauréats en lui remettant
plusieurs cadeaux pour la circonstance. Il y a lieu de noter que le jury de cette thèse a été composé de professeurs, à savoir Gagnaire Rémy de l'Université Sorbonne Paris-Nord, président du jury, Eon Marjolaine de l'Université de Montréal, rapportrice, Wembondinga Gilbert de l'Université de Kinshasa, rapporteur, Lombraille Pierre de l'Université Sorbonne Paris-Nord, examinateur, Mabakou Tuvangilanga Simo de Cap de l'ISTEM Kinshasa, examinateur, et de la professeure haute-entendeur Monique de l'Université Sorbonne Paris-Nord, directrice de la thèse. Parlons à présent de la télé de construction d'Alliance Dialogue Solidaire organisée par la Ligue internationale de femmes pour la paix et la liberté, WILF RDC, le mercredi dernier. Objectif, réfléchir sur comment faire face aux masculinités militarisées. Élément signé, Georges Diloumé. Madame l'a dit tout à l'heure. Faire face aux masculinités militarisées, c'est le projet que porte la Ligue internationale de femmes pour la paix et la liberté WILF RDC dans le but de mettre fin à la guerre et de prévenir, de veiller à ce que les femmes soient représentées à tous les niveaux dans le processus de consolidation de la paix, de défendre les droits humains de femmes et de promouvoir la justice sociale, économique et politique, a laissé entendre la présidente du conseil d'administration de WILF RDC, Annie Matundu, lors de son mot d'ouverture de cet atelier qui marque la première session des dialogues solidaires. Outre, cette dernière a précisé que cette assise va renforcer les progrès en matière d'égalité en République démocratique du Congo. Dans cette logique d'idées, Benjamin Koumaniwa, chargé du projet au cœur de ces échanges, à savoir faire face aux masculinités militarisées, a procédé à la présentation de la méthodologie et des travaux réalisés par l'équipe technique sur le fonctionnement du système éducatif congolais, avant de lancer les travaux en atelier sur les avantages acquis, défis et faiblesses du dit système, mais aussi sur le pourquoi de la militarisation du système éducatif congolais. Après échanges et réflexions approfondies, les panélistes ont relevé que le système éducatif congolais et ou les milieux éducatifs constituent un des agents de la socialisation des êtres humains. C'est pourquoi il y a lieu de démilitariser le dit système afin que le reste, le bastion où l'on arrive à développer les valeurs sociétales. Quant à son efficacité et défis, ces derniers pensent que le système éducatif congolais reste quand même efficace, mieux organisé, mais il y a des défis car le milieu éducatif contribue actuellement aussi à la promotion de la masculinité militarisée. Cependant, en termes de recommandations, il sollicite notamment le recrutement du personnel masculin à l'école maternelle, la sensibilisation de la population sur la masculinité militarisée, voire dans les écoles, la remise à niveau des enseignants, la révisitation du programme d'enseignement. En s'inscrivant en vrai aux résolutions issues de cette activité, la présidente de WILF, Maître Lisette Mauvungu, s'est exprimée en ces termes. C'est un projet qui parle de la masculinité de la même manière que les autres, mais avec un accent un peu plus poussé. C'est ce qui donne cette qualification de militarisé. Et cette qualification veut seulement rallier la masculinité au pouvoir, à la violence et à la force. L'éducation est très fondamentale pour pouvoir corriger certaines normes patriarcales que nous voyons. Et c'est comme ça que nous avons pensé pour la deuxième phase, rendre le système éducatif, commencer avec ces jeunes et espérer un Congo meilleur avec eux demain. Même son des cloches du côté des participants. L'activité, c'était vraiment des réflexions pour arriver à produire une note de plaidoyer qui permettrait aux acteurs de la société civile, à l'instar des WILF, de mener des actions de grande envergure pour arriver à intégrer les masculinités militarisées dans le système éducatif et que chaque élève, chaque enseignant pourrait servir donc des bases pour des mesures, disons, de contrôle des attitudes et des comportements exempts des formes de violence. Le secteur de l'éducation regroupe justement ces différents garçons, ces différentes personnes qui viennent des différentes familles vers une éducation, si je peux dire, uniformisée, où on revoit les bases même sociales de chaque famille.
À présent, nous vous invitons à suivre l'interview accordée à notre rédaction par le directeur général du Fonds de promotion de l'éducation et la formation, Guy Wembo, sur le fonctionnement du FPF et les relations qui existent entre les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire et FPF. Le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation a pour mission générale accompagner et appuyer l'éducation nationale et la formation professionnelle. Donc ça, c'est d'une manière globale. Alors, dans nos appuis, nous appuyons 6 ministères. Il s'agit du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministère de la formation professionnelle, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la jeunesse, le ministère de la recherche scientifique. Et nous avons comme source de financement une quotité minervale au niveau de l'EPST et une quotité de frais académiques au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. D'autres sources sont définies dans notre décret, mais malheureusement à ce jour ne sont pas encore opérationnelles. Voilà un peu le travail que nous faisons et nous appuyons dans tous les aspects de l'éducation et de la formation, en commençant par la construction, l'équipement, l'accompagnement de la recherche et la publication des articles et dans tous ces domaines. Beaucoup est déjà fait. Nous ne sommes pas encore arrivés à atteindre la totalité des universités, mais sinon nous avons déjà facilement atteint plusieurs universités dans plusieurs provinces. Nous appuyons les universités directement en matière de construction, le peu que nous pouvons appuyer, qui peut être sous forme de matériaux de construction, tôles, sacs de ciment. Nous les appuyons dans la mise en place des bibliothèques. Nous avons des universités qui ont reçu les ordinateurs, qui ont reçu des imprimantes, des projecteurs, des universités qui ont reçu des tôles, des sacs de ciment. On a une bonne liste, je n'aimerais pas commencer à lire les listes ici, mais à travers le pays, plusieurs universités peuvent témoigner. Nous avons une base de données que nous pouvons vous remettre. Vous pourrez voir qui a déjà reçu. Sur ma base, nous avons déjà dépassé une 50aine d'universités. Les critiques ne peuvent pas manquer, parce que si une institution n'a pas reçu l'information sur le modèle de partenariat que nous avons mis en place, c'est tout à fait normal. Deuxièmement, nous avons un problème des universités, et là, les DG qui me regardent ou les recteurs qui me suivent peuvent témoigner. Souvent, quand ils arrivent aux affaires, ils ne trouvent rien dans leur caisse. L'équipe, avant leur arrivée, a tout pris et est partie avec tout. Mais entre-temps, ils trouvent des documents comptables qui leur disent que vous devez au FPF autant d'argent. Et nous venons sur base de la notion de continuité de l'institution pour réclamer notre dû. Et c'est là où nous avons vu quelques résistances pour dire, voilà, nous on n'a pas d'argent, ceux qui sont partis avant sont partis avec. Alors, c'est dans ces résistances-là que nous sommes critiqués parce que nous tenons aussi à ce qui nous est dû. Aussi, nous avons des universités qui refusent même de nous recevoir et qui nous traitent difficilement. Certaines universités privées, bon voilà, vous allez là-bas, on ne peut même pas vous communiquer les effectifs parce que pour calculer ce que nous devons recouvrer, la première des choses, c'est que nous faisons la vérité de chiffres. Nous l'avons fait avec l'UNIKIN, nous l'avons fait avec l'ISC Gombe, nous avons fait avec UNILU à Lubumbashi, l'ISC Lubumbashi et quelques universités, UOB, Université catholique, ISTEM. On s'assied, on dit quel était l'effectif qui a réellement payé. L'effectif est connu. Ok, de cet effectif-là, combien vous nous devez? C'est connu. Et de ce que vous nous devez, voici ce que nous pouvons appuyer directement. Et quand c'est clair, tout le monde est content et nous avançons. Et d'ailleurs, ces universités qui font la vérité des chiffres
en dehors de cet appui direct de 15 à 20%, reviennent avec d'autres projets et nous essayons en disant, voilà, nous n'avons pas cet argent, mais nous allons demander à d'autres bailleurs. Et c'est ce que nous avons fait avec l'ISTEM, et c'est ce que nous faisons avec l'université de Lodja, et c'est ce que nous allons continuer à faire avec l'UNIKIN, et bientôt avec l'ISC Lubumbashi. L'accompagnement est global. Nous avons deux volets de l'accompagnement. Nous avons un volet où une université nous a écrite pour dire, voilà, j'ai besoin de ceci. Alors nous analysons et nous entrons en contact avec l'université pour voir si on peut accéder à cette demande. La plupart qu'on a reçues sont des constructions et deux fois nous n'avons pas les moyens à cette hauteur, mais nous essayons de répondre à un pourcentage de ces demandes-là. Je peux donner le cas de l'IBTP au niveau de Matadi. Nous travaillons avec eux pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans leur construction. Nous avons l'ISTEM Kinshasa qui a un projet de construction d'auditoire que nous avons cherché un partenaire pour financer. Aujourd'hui, c'est chose faite. La première pierre a été posée et la construction va aller. Nous avons l'université de Lodja qui veut construire une bibliothèque numérique. Et là, les papiers sont signés. Nous avons l'UNIKIN avec l'incubateur. C'est un montant colossal, mais nous appuyons le peu que nous pouvons faire. Ça, c'est le modèle traditionnel. Et il faut dire la vérité, nous n'avons pas beaucoup reçu de ce modèle. Il y a d'autres universités qui demandent des ordinateurs pour, je crois, au niveau de Kalemi, pour leur bibliothèque. Nous travaillons dessus. Et nous avons déjà contacté quelques bailleurs qui peuvent nous aider dans ce sens-là. Et nous sommes en train d'aller un peu plus même vers la recherche et l'accompagnement de nouvelles filières. Ça, c'est le modèle traditionnel. L'autre modèle, parce que quand nous sommes arrivés, en regardant les chiffres, nous avons trouvé que absolument rien n'a été fait pour les universités durant l'année 2022. Ça nous a tiqué. Et c'est à ce titre-là que nous avons dit comment nous pouvons vite remédier à cela. Nous avons amené la notion de partenariat. Les universités sont nos partenaires. Nous allons chez eux pour réclamer la taxe que l'État nous a donnée, mais nous avons aussi l'obligation de les appuyer. Alors nous avons mis un programme direct de 15 à 20% de tout montant que nous recevons d'une université. Nous réinvestissons ça à l'université sur base de leurs demandes et sur base de l'expression de leurs besoins. Ça veut dire simplement, lorsque une université nous dépose $1000, nous leur demandons d'exprimer un besoin à hauteur de 15 à 20%, c'est-à-dire 150 ou 200. Je donne l'exemple de 1000 parce que d'autres peuvent être au niveau de 5000 ou 10 000. Donc là, c'est vraiment direct et dans notre base de données, nous avons déjà plus de 50 universités qui ont bénéficié de cela. Je pense à l'ISAM Goma, où on a déposé des machines de couture. Je pense à l'ISAM Kinshasa, où on a déposé une machine qui travaille avec assistance ordinateur. Et les cas sont multiples. Effectivement, je crois que la politique de réinvestir, d'appuyer directement 15 à 20%, la nouvelle n'a pas atteint toutes les universités ou tous les instituts. Ce que le FF vient réclamer aux institutions n'est pas quelque chose que le FF a imaginé pour embêter les institutions. C'est une loi. Il y a le décret du Premier ministre, il y a l'instruction 025 du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. C'est une loi. Et le FF vit de cela et travaille dans cela. Donc, si une université, en 2022, l'année académique qui s'est terminée, n'a pas payé, nous n'allons pas effacer. On peut voir avec eux comment leur baisser la pression pour que l'année qui commence, ils puissent payer la totalité et les arriérés un peu échelonnés. Mais nous ne pouvons pas accepter à notre niveau qu'un DG ou un recteur arrive aux affaires, il nous dit « Monsieur, je n'ai rien à faire avec vous parce que ceux qui sont venus avant moi sont partis avec la caisse. » Et là, c'est là où nous sommes critiqués parce que lorsque nous insistons et qu'on n'a pas de solution, on n'a pas de réponse qu'il faut, nous essayons de faire intervenir d'autres méthodes
de correction. Nous pouvons saisir les instances judiciaires pour dire, voilà, nous avons un conflit de créances ici pour nous aider à trancher le problème. Mais ce n'est pas ça notre mission. C'est parce que lorsque vous êtes dans un cas extrême où un dirigeant refuse à tout prix, nous avons des universités, on ne va peut-être pas citer les noms, où nous sommes chassés parce que quelqu'un dit « Oui, je n'ai jamais rien vu de vous là, sortez d'ici ». Non, mais les choses changent, il y a des nouvelles équipes, nous allons vers les universités, nous appelons, nous faisons des réunions pour mettre un climat de confiance, un climat des affaires, et que ça soit un climat que tout le monde gagne. Pour une bonne collaboration, parce que nous pouvons faire beaucoup avec les universités. Je sais que beaucoup d'universités sont dans la phase construction, mais beaucoup aussi ont de programmes. Je vous donne un programme qui m'est vraiment cher. C'est la lutte contre le plagiat et l'amélioration de la qualité des travaux de fin d'études. Vous avez constaté que beaucoup sont des copies et nous voulons aider les universités à avoir des logiciels de détection de plagiat, accompagner l'université avec des sujets de mémoire ou de travail de fin de cycle, des sujets qui font avancer la société, parce qu'il ne faut pas toujours copier et puis changer des trucs. Le phénomène de co-directeur dans les institutions montre déjà ce qui se passe. Mais nous sommes là pour travailler dans ce sens et lutter ensemble. Et nous avons un programme que nous sommes en train d'écrire pour que certaines universités, on travaille, nous avons parlé déjà avec l'ISP Bukavu, je crois, sur cela, et nous allons continuer à travailler avec d'autres. J'en profite pour le dire avec votre caméra, pour dire nous sommes en partenariat, nous avons besoin de parler avec vous, nous avons besoin d'échanger, nous avons besoin d'avancer ensemble. Et pour le moment, nous avons une politique où vous faites la vérité des chiffres des effectifs, parce que ça c'est un problème. Une fois que la vérité des chiffres est connue, nous vous réappuyons sur base de 15 à 20% de ce que nous devons recouvrer chez vous. Et donc ça c'est le deuxième volet de ce que nous faisons d'une manière concrète. C'est la fin de cette édition, chers téléspectateurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra Cosma Longue, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchongo. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes chez vous.